vous n'êtes pas prêts, j'ai découvert quelque chose d'absolument hallucinant. Donc regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez découvrir que le meilleur ami de Jean-Marie Le Pen est un arabe. C'est hallucinant. Donc désolé pour l'interview de Cadmerade, le son est pas terrible, mais vous pouvez retrouver l'original de toute façon sur YouTube sans aucun problème. Donc à la limite, zappez la partie sur Cadmerade si ça vous fait chier que le son ne soit pas terrible. Mais regardez la vidéo jusqu'au bout, c'est hallucinant. Voilà. Du coup, je ferai une quatrième partie avec les statistiques parce que là déjà, j'ai trop de choses à dire, trop de choses à vous partager. Regardez jusqu'au bout, c'est hallucinant. Voilà, bonne vidéo. Ce qui m'intéresse, vous avez effectivement dans les films, on y revient vraiment, le français type. Là, vous avez la double nationalité. Donc, Pas la double nationalité, vous la êtes bien double origine. la double origine. Non, non, je suis pas algérien, mais je suis. Vous avez la nationalité française. Ah, vous aimez faire. Alors, donc, ici, nous venons de voir une interview de Cadmerade en 2009, en septembre 2009, ça le 18 septembre 2009 sur France 3. Donc, il avait 45 ans à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de points intéressants dans cette interview. Je vous ai pas mis le tout début, parce que j'ai mis le passage qui était, à mon sens, le plus pertinent par rapport à cette série de vidéos. J'avais pas prévu de faire une série de vidéos, j'avais pas prévu de l'étoffer autant que ça, mais je me suis dit que plutôt que de dire simplement ah oui, faire référence à Cadmerade, allez vous donner à voir le passage. C'était pas cette interview en particulier à laquelle je pensais, mais c'est quelque chose qui est revenu. Il l'a dit ouvertement. Euh, je sais plus comment il a dit ça. Il faut pas déranger, voilà. Il fallait pas déranger. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui ne renie absolument pas ses origines, notamment ses origines algériennes, mais on voit un homme surtout qui s'est totalement intégré à la société française et qui se sent totalement français. Et on l'entend ne serait-ce que dans sa façon de parler, même s'il n'a pas fait d'études, hein, puisqu'il s'est arrêté en classe de seconde. Dans sa prosodie, c'est-à-dire la façon de parler, et aussi et surtout dans son attitude. Dans son attitude, il l'a dit, même quand elle lui a demandé s'il voulait restaurer son prénom originel, il l'a dit, ce serait de la provocation. Parce que c'est ça le cœur du problème. C'est pour ça que Cadmerade, c'est peut-être le meilleur exemple pour illustrer cela. C'est que le cœur du problème, c'est que la question n'est pas de renier les origines, la question est de savoir que si on veut avoir la citoyenneté française, eh bien, il faut se sentir français. Et donc, ça ne doit pas être une obligation parce que, en fait, il existe une solution au problème parce que tous les gens d'origine algérienne ou autre, de toute façon, parce que c'est valable pour les autres également, eh bien, vous avez la possibilité en 2025 et dans les années à venir à émigrer dans d'autres pays si la France ne vous convient pas. Et c'est pas la phrase, voilà, qui était la phrase choc, le slogan politique à deux balles, la France tu l'aimes ou tu la quittes ou je ne sais quoi. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de se poser les bonnes questions d'un point de vue personnel. Quelle est l'identité à laquelle vous vous raccrochez? Mais par contre, il est clair, net et précis que c'est une hérésie de se dire que la France, ça va être un patchwork, on va mettre 50 000 drapeaux et compagnie. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que la France n'est pas les États-Unis, ce n'est pas un pays qui s'est créé à partir de rien. C'est un pays qui a une culture multi-millénaire. C'est un pays qui s'est construit à travers les siècles. Et là, en plus, Cadmerade, il est en mode monsieur tout le monde basique. Mais si vous le voyez dans d'autres interviews, je l'ai vu, il habite à la campagne, il a le béret et compagnie. Et effectivement, si on ne sait pas qu'il s'appelle Merad, eh bien, on pourrait tout à fait l'appeler Jean Dupont sans aucun problème. Alors évidemment, il y a aussi des caractéristiques physiques qui font ça, mais indépendamment de ces caractéristiques physiques, c'est surtout dans son attitude. Voilà. Et donc, comme il l'a dit, les études, c'est important pour devenir quelqu'un dans la société. Parce que les exemples qu'il a donnés, c'est pas les exemples à la con, c'est les exemples des métiers de la vie de tous les jours. Voilà. Donc on va poursuivre la vidéo pour cette partie 3, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et voilà.
Voilà, donc là on a Mouly, lui je sais pas comment il s'appelle. D'ailleurs Mouly qui officiellement qui a raconté que c'est lui qui allait décider quand est-ce qu'il allait rendre les sous. C'est-à-dire qu'il est pas allé en prison, il est planqué en Israël, il fait le DJ. Marc Mouly, voilà, je cherchais son Marc Mouly en cavale en Israël. Voilà, sous mandat d'arrêt, le roi de l'arnaque, Marc Mouly, fait des selfies à Tel Aviv. Et ça c'était il y a 3 mois, il y a 100 000 ans. Lui, c'est Marco Mouli, surnommé le roi de l'arnaque. Il est très heureux de poser à Tel Aviv en pleine cavale. Car Marco Mouli est sous mandat d'arrêt après une condamnation à 3 ans de prison en novembre dernier pour avoir notamment organisé son insolvabilité. Cette condamnation, en son absence, avait eu lieu quelques jours seulement après sa remise en liberté. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits pollués. Les détournements de Marco Mouli dans l'affaire de la taxe carbone avaient été racontés dans le documentaire Les rois de l'arnaque sur Netflix. Et en plus, il s'est fait des sous avec ça, j'imagine. Donc c'est quand même assez hallucinant. Bref, tout ça pour dire que la pauvreté n'est pas la seule raison qui explique la délinquance. Parce que la délinquance c'est pas que se faire voler ses affaires, c'est pas que se faire agresser dans la rue, c'est aussi se faire voler les impôts, se faire voler la TVA et ainsi de suite. Début de vidéo qu'on a vu, qui a agressé Jimmy. S'il était millionnaire, ou s'il touchait 5 ou 7 000 euros par mois, est-ce qu'il serait... Ben non, malheureusement, Théo, c'est pas aussi sûr. Non, c'est là où je pense que ton analyse est un peu erronée, parce que ça, justement, c'est souvent l'argument de la gauche de dire oui, mais c'est la pauvreté, la délinquance, c'est dû à la pauvreté. Ce qui est assez curieux, parce que la gauche est capable de dire ça et en même temps de dire oui, il faut combattre la fraude fiscale. Ben oui, mais la fraude fiscale, c'est de la délinquance aussi, en fait. Et les gens qui font de la fraude fiscale sont des gens qui sont aisés. Donc c'est bien la preuve que la pauvreté n'est pas le seul facteur qui peut expliquer la délinquance. Et en trottinette, en plein après-midi en semaine, à venir aller péter les burnes à une meuf qui a rien demandé à personne qui fait 1m50. Évidemment que non. Oui, la délinquance, c'est créé par la pauvreté. Et oui, la pauvreté touche en majorité, en tout cas au début, les migrants et les personnes issues de l'immigration. C'est la faute à qui? C'est la faute au pays. Évidemment, encore une fois, c'est la faute au gouvernement. Il n'a pas été capable de s'occuper correctement des personnes qu'il a acceptées au sein de son territoire. Mais en plus de ça, il a continué à accepter des personnes qui sont difficiles à assimiler alors qu'il avait déjà du mal à assimiler les personnes très racisées. Mais sur un effet snowball, un effet boule de neige, on arrive à la situation actuelle de notre pays. Oui, à chaque fois dans une vidéo, à chaque fois dans une news, on voit une agression, un vol, un attentat, peu importe, et majoritairement toujours des gens issus de l'immigration. Le fait d'empêcher le débat autour de ça, le fait de catégoriser chaque nouvelle personne, commence à relier les points entre de giga fascistes, de giga racistes. Et ben on empêche les gens de réfléchir, on empêche les gens de développer leur réflexion. On se retrouve avec des enfoirés de racistes qui, sous la vidéo d'Unity, vont même pas tenter d'expliquer, de comprendre la situation, mais vont simplement écrire tout le monde sait avec une image par exemple de ça. Et moi je vous le dis, la situation qu'on vit actuellement, c'est en grande partie à cause toujours extrémiser des personnes qui avaient un avis divergent des leurs. Et les gars, quand les gens peuvent plus discuter entre eux et que chacun se montre la tête de son côté, il reste plus grand chose à part la violence. Et vraiment, faut éviter ça. Faut faire comprendre aux racistes que la violence, que le vol, c'est pas une question d'ethnie, c'est pas une question de couleur de peau, c'est pas une question de religion, c'est une question sociale. Mais il faut malgré tout que l'autre côté arrête d'expliquer que ça n'a aucun rapport avec l'immigration parce que ce n'est pas logique de dire que ça n'a aucun rapport. 90% des points sont des arabes. Enfin, sont des gens issus de l'immigration maghrébine. Et pour la plupart d'ailleurs, pratiquement musulmans. Et je peux vous assurer, ils ont tous honte quand ils voient ce genre de comportement, quand ils voient ce genre de vidéo. Ils ont vraiment honte. Et bien souvent, c'est même dans leur bouche que j'entends les choses les plus extrêmes pour pouvoir s'occuper de cette situation. Parce que eux savent qu'ils sont en train de griller la position qu'ils ont, qu'ils sont en train de griller le futur de leurs enfants qu'ils essayent de faire grandir dans un pays comme la France, qui probablement va de moins en moins être respectable et être correct avec eux. C'est simple, on est en train de vivre actuellement le big CSC de tous les temps, le contre son camp, le plus gros possible. Parce que toutes les racailles qu'on voit en vidéo, qu'on voit en images, qu'on voit aux infos, ceux auxquels ils font le plus de mal là maintenant, c'est leurs victimes, et ceux auxquels ils vont faire le plus de mal dans le futur et jusqu'à un temps infini, c'est eux-mêmes en fait. Je sais qu'en faisant cette vidéo, je vais encore moins me faire d'amis, je suis navré, mais ce que je suis en train de dire, c'est la chose, j'estime que tout le monde devrait comprendre. Le territoire français, il est immense. Et on peut faire cohabiter beaucoup de personnes, beaucoup de communautés, mais il faut simplement s'en donner les moyens. Et là, ce qui se passe en ce moment, ça fait que nous propulser vers une division. Alors là, Théo Maligny, on touche du doigt un des problèmes majeurs de la situation de la France actuelle, c'est justement l'acceptation du fait communautaire à l'anglo-saxonne. La France s'est construite sur le principe de l'assimilation. Et là, je vais peut-être en choquer certains, mais sur ce point bien précis, c'est pour ça que c'est important d'analyser les idées, non pas les personnes. Sur ce point bien précis, Zemmour a raison. Oui, Zemmour a raison sur le fait qu'il y a un problème d'assimilation. Parce que justement, Théo, quand tu parles de communauté, c'est du communautarisme. Et le communautarisme, ce n'est pas le modèle français. Et quand je dis c'est pas le modèle français, on pourrait dire oui, mais on pourrait changer de modèle. D'accord, sauf que ce n'est pas comme ça que la Constitution française, que la République française s'est construite. Donc c'est vraiment, c'est profond. Sinon, la devise républicaine, ce serait pas liberté, égalité, fraternité. Même s'il y a plein de gens qui pourront se moquer dans les commentaires, dire oui, mais toi, tu es un utopiste. Ça n'a jamais existé, liberté, égalité, fraternité. Au départ, il me semble quand même si un peu. Et je vais vous dire pourquoi c'est tellement au départ si un peu. C'est que c'est la raison pour laquelle il y a pu avoir la révolution haïtienne et la liberté à Haïti. Alors, même si malheureusement pour eux, maintenant c'est une situation très dramatique. D'ailleurs, je ferai un épisode là-dessus, mais c'est un autre sujet. Mais n'empêche que c'est justement parce que cet idéal de la révolution, cet idéal républicain, liberté, égalité, fraternité, était palpable au sein des contemporains de la révolution que ça leur a permis d'avoir l'espoir de pouvoir le faire eux-mêmes aussi de leur côté. Donc, pour revenir à la situation moderne, le concept de la République française, c'est le peuple est un, la République est une et indivisible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de communauté. C'est aussi pour ça, et c'est la deuxième fois que je vais accorder à Zemmour une certaine raison, c'est qu'effectivement, il y a eu, sous Napoléon, le consistoire qui a dit aux Juifs, rien en tant que... Alors, je sais plus quelle était la phrase qu'il dit tout le temps à chaque fois, mais en tout cas, bref, il leur a dit, les gars, soit vous acceptez les lois de la République d'abord, avant les lois de votre communauté, même si, du coup, si on
si on voulait être taquin, Zemmour, qu'est-ce que tu dis maintenant du CRIF? Je t'ai jamais entendu critiquer le CRIF, qui est le contre-pied parfait de ce que tu dis. C'est-à-dire que tu dis que sous Napoléon, les Juifs ils se sont soumis à la République, c'est vrai, mais avec le CRIF, maintenant c'est l'inverse, d'accord? Donc c'est une question qu'il faudrait avoir, Donc il y a cet aspect-là, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de communauté au sein de la République française. Et c'est d'ailleurs, ça s'est fait pour certains cas dans le sang. Je pense à la révolte des Vendéens, je pense à la croisade des Albigeois. Le fait que le français soit la seule langue et que les langues régionales aient quasiment disparu, ça a été aussi pour créer l'unité de la nation. Donc l'unité française, c'est quelque chose de très profond qui s'est bâti au cours des siècles. Pas seulement, j'ai parlé de la Révolution, mais en fait ça s'est bâti avant. Et c'est la raison pour laquelle le communautarisme est un danger pour la République, en tout cas telle qu'elle est vue en France. Le problème fondamental, qui va plus loin que ça, c'est qu'avec l'ultra-influence américaine, il y a eu toutes les années post-guerre mondiale avec Hollywood, la télévision, etc. Mais là, avec Internet, c'est encore pire. Parce qu'on peut le voir, par exemple, quand les gens ils sont au tribunal et qui disent votre honneur, alors que ça, c'est dans le système américain, dans le système français, c'est le président de la cour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le socle, le terreau culturel français, et on le voit aussi avec tous les anglicismes qui sont faits, le socle terreau culturel français a été profondément ébranlé par l'américanisation de la société, je dirais même la globichisation de la société, parce que c'est pas seulement américain, Internet c'est mondial et ainsi de suite, ce qui fait que c'est comme quand on parle de la liberté d'expression, les gens ils se réfèrent en disant oui les réseaux sociaux, la liberté d'expression, etc. Sauf que les réseaux sociaux ils sont principalement américains et ils se réfèrent à la loi américaine et la conception américaine du free speech. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas s'inspirer d'eux, mais tout ça pour dire que le communautarisme c'est l'une des raisons des profondes divisions. C'est-à-dire que justement quand les gens ils brandissent plus leur drapeau algérien, leur drapeau marocain, leur drapeau je sais pas où, même portugais maintenant, les Portugais je crois que c'est les seuls d'origine européenne qui revendiquent sortir de leur drapeau, parce que j'ai jamais vu de drapeau espagnol, ni de drapeau italien, ni de drapeau polonais, d'accord? Voilà. Donc le communautarisme c'est un problème. Alors comment faire? J'ai pas la baguette magique, mais je pense que ça fait partie du problème de la chose à analyser en fait, parce que si on a la conception comme tu as l'air d'avoir, comme c'est un peu la conception à l'américaine de oui mais les communautés peuvent cohabiter, pas si on fait pas une réforme de la Constitution française en tout cas, parce que la Constitution française et donc la République française a été construite de telle manière qu'on doit considérer comme le peuple un et un seul. Alors bien sûr il y en a ils vont me dire dans les faits c'est pas toujours vrai etc, mais bien sûr que non, il y a toujours une différence entre l'idéal et la réalité. N'empêche que le concept de communauté est totalement frontalement opposé au concept d'universalisme à la française. Et ça c'est très 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 important d'avoir cette discussion là, parce que je suis pas sûr, je ne pense pas que le passage au communautarisme serait positif. Or je pense que ce serait négatif, parce que si on compare si on veut faire les statistiques et compagnie, les fameuses statistiques ethniques, aux États-Unis c'est une société dans l'ensemble qui est beaucoup plus violente que la société française en fait. Et donc ce passage de l'universalisme au communautarisme, je pense qu'il augmenterait la violence et les tensions entre les groupes. Donc je ne pense pas du tout que ce soit la solution. Je pense qu'au contraire la solution c'est effectivement de réduire l'immigration pour que le processus d'assimilation puisse se faire, que les gens ils apprennent à devenir véritablement français et qu'ils soient reconnus en tant que tels, et c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un amour, au sens d'une relation, ça marche dans les deux sens, s'il n'y a pas d'amour des deux côtés ça peut pas marcher. Il y a un amour des gens pour la nation et qu'il y ait l'amour de la nation pour son peuple. Maintenant je te redonne la parole Théo, parce que tu vas enchaîner le gouvernement et ça il faut effectivement le dire et tu as raison de le dire. Total, et c'est débile. Je tiens aussi à rappeler que c'est vraiment bête d'essayer de simplifier les opinions politiques des gens, et que parfois les personnes elles ont simplement une vision beaucoup plus complexe que vous sur la situation. Par exemple moi, j'ai toujours dit, je trouve que l'immigration, faut la ralentir, voire la stopper complètement. À côté de ça, je suis pas un gros vendeur de l'histoire française qui explique que les mosquées ça devrait être interdit en France, qui explique qu'on devrait avoir que des blancs royalistes, pro-chrétiens, la France était mieux il y a 130 ans. Je fais pas partie de ces personnes non plus. J'aime bien les chiffres, j'aime bien les stats. Actuellement, on a trop de pauvres en France. Donc arrêtons d'accepter de nouvelles personnes qui vont rentrer en état de pauvreté dès qu'ils vont arriver, et occupons-nous de toutes les personnes qui sont actuellement sur les territoires, qui sont pauvres et qui ont besoin d'aide, peu importe leur religion, leur couleur de peau, leur ethnie, on n'en a rien à cirer. Occupons-nous de tout le monde et essayez de trouver un logement pour toutes les personnes qui n'en ont pas, essayer de trouver une situation après pour les personnes qui n'en ont pas. Et pourquoi pas, j'ai mis l'hypothèse comme ça, essayer de s'occuper de notre gouvernement de vendu qui ne fait que détourner des fonds et faire des cadeaux fiscaux à tous leurs potes millionnaires et milliardaires en nous laissant dans la merde. Par exemple, pourquoi pas juste, au lieu de se scinder entre citoyens, on s'occuperait pas déjà du gouvernement? Est-ce qu'on remplacerait pas tout ça? Mais vraiment tout, hein. Je fais partie des influenceurs qui quand même font des big chiffres, hein. Je fais des millions de vues par mois. Sur la chaîne, on s'approche du million d'abonnés, mais je fais aussi des millions de vues sur les autres réseaux, des vidéos qui sont reprises. Donc, tu sais que je fais partie des gens qui normalement n'ont pas le droit de s'exprimer sur le sujet, sinon on se fait terminer. Mais vous savez quoi? J'en ai rien à faire. À quoi pas avoir un minimum d'influence si on peut l'utiliser que pour faire acheter aux gens des VPN ou des applications mobiles? Je pense que c'est complètement con. Moi, c'est pas ce que j'ai envie d'être. Et toutes les personnes, encore même bien plus connues que moi, qui sont dans ce milieu, et qui à chaque fois se rangent du côté de la bien-pensance, du côté du plus facile et du plus acceptable, alors qu'en privé, je sais très bien ce qu'ils pensent. Je sais très bien la complexité fiscale qu'ils ont montée pour d'un côté s'afficher comme des personnes du peuple, mais par contre, je peux vous assurer qu'à l'État, ils en donnent pas beaucoup de fric. Et ben, je vous dis, je vous regarde de haut. C'est ridicule et c'est méprisable. On se retrouve demain ou après-demain pour une autre. Voilà, donc ça c'est très bien qu'ils disent ça à la fin, qu'ils disent les termes et ainsi. Bon, après, je donne qu'il y a peut-être un petit peu de vengeance personnelle par rapport à des rivalités, mais en attendant, c'est couillu quand même de dire ça. Bravo à toi Théo, mais comme je l'ai dit, il faut faire attention parce que la conceptualisation et l'acceptation du communautarisme, ça ne permettra pas de fonctionner en France. J'ai dit ici, pour que ceci puisse fonctionner, il faudrait
faudrait qu'il y ait une réforme constitutionnelle et ce serait un chamboulement pour la France et je pense que la France ne s'en remettrait pas. Donc je pense que c'est plutôt le fait de remettre la France au cœur dans le cœur des Français et les Français dans le cœur de la France. Mais pour ça s'accompagne également de réformes structurelles d'un point de vue économique, c'est-à-dire que ce qui a fait la force de la France pendant les 30 glorieuses, parce que c'est cette période-là où la France avait la meilleure assimilation et compagnie, parce que par exemple le débat sur il y a trop de Noirs en Île-de-France, je pense sous les années Domenech et des gens comme Finkielkraut qui disaient ça, il faut savoir que la France a connu des Noirs dans de France de très longtemps, hein, Marius Trésor, Jean Tigana et compagnie. Pareil dans l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale, dès les débuts de la Ve République, il y avait des Noirs. Donc il n'y avait pas ce problème-là. Et à partir rapide, en post-production, au montage, j'étais en train d'ajouter des illustrations pour dire qu'il y avait des Noirs à l'Assemblée nationale depuis longtemps. Vous avez vu probablement pendant la Révolution française, juste après la Révolution française, Thermidor, je sais pas quoi, enfin vous avez l'incrustation. Après vous en avez un autre pendant l'entre-deux-guerres. Et pourquoi vous voyez à l'écran Pascal Légitimus? Parce que en fait, je crois que c'est son arrière-grand-père, voilà, Pascal Légitimus, c'est l'arrière-petit-fils de Égécipé Jean Légitimus, alors mal son nom, donc il est né en 1868 et mort en 1944, et c'est le premier en fait d'épée noir de la métropole. Alors, il était conseiller général à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, mais il était député à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc Égécipé Jean Légitimus. Voilà. Donc ça pour dire que ça fait longtemps en fait qu'il y avait des noirs. En fait, il y en avait même plus avant. Maintenant, retour à la vidéo. Comme on disait par rapport aux Maghrébins, vous n'êtes pas prêts du tout. Je viens de faire une découverte absolument hallucinante. J'étais en train de faire le montage. Alors je vais vous montrer. Voilà. Et ici, j'avais ce que je m'étais dit. Bon, puisque j'ai rajouté des illustrations des premiers noirs à l'Assemblée, etc. Ce serait intéressant de regarder les premiers Maghrébins. Quand je dis justement, oui, en fait, les premières vagues d'immigration maghrébine posaient pas de problème, etc. Donc je suis tombé sur ce joueur de rugby, qui est actuellement d'ailleurs vice-président de la Fédération française de rugby, bon, on reviendra là-dessus. Après, je me suis dit, oui, mais en fait, si je mets juste un sportif, ça va faire le cliché habituel, les banlieusards, leur seule destinée, c'est sportif ou musicien, etc. Et donc j'ai cherché premier des arabes en France. Et là, Brave me dit, Philippe Grenier, en fait, c'est un Français de souche, qui s'est converti à l'islam. Donc ça, je vais en parler après, parce que techniquement, c'est pas un maghrébin, d'accord? Et c'est marrant que Brave fasse un peu l'amalgame. Et bon, c'est un autre sujet. Et surtout, là, je tombe des nues. Ahmed Djebour, né le 24 juillet 1931 à Ténès, en Algérie française. Mort le 27 juin 2011 à Paris, en France. Un homme politique français. Jamais entendu parler. Mais jamais entendu parler de ce Ahmed Djebour, donc, qui est né en Algérie, donc un Algérien. Enfin, il est né en Algérie française, donc techniquement, c'est un Français. Et avec son nom et son prénom, on imagine bien, même s'il n'y a pas d'image, que il doit être probablement tout petit peu algérien. Bon, c'est un autre sujet. C'est le fils de Mamar Djebour et de Aïcha Mokrane. Il a épousé Genia Ziad. Bon, c'est très très clair. Commerçant, il est diplômé de la MEDESA d'Alger et sous-lieutenant de réserve. Proche de Jean-Marie Le Pen. Alors là, je sais pas quoi dire de cette information, donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cet individu, parce que là, ça remet quand même pas mal en cause le discours qui est fait à l'encontre de Jean-Marie Le Pen, quand même. Assez hallucinant. Et là, on est sur Wikipédia, les gens, on n'est pas sur Terracy Watch, hein, donc c'est quand même assez hallucinant. Ce dernier, alors secrétaire général du Front National des Combattants, le présente en mars 1958 à une législative partielle organisée dans la deuxième circonscription de la Seine à la suite du décès de Marcel Cachin face à Alexis Thomas. Alors là, c'est l'hallucination totale. Jean-Marie Le Pen, présenté comme le Adolphe français, aurait donc présenté ce Ahmed Djebour qui, bon, bah, il est arabe jusqu'au bout des ongles, hein, je veux dire, pas déconner. Il est né en Algérie, sa mère est algérienne, son père est algérien, sa femme est Antoine avec un nom arabe. Donc, je vois pas trop comment cet individu-là ne pourrait pas être arabe. Eh ben, il a été présenté par Jean-Marie Le Pen, 1950. C'est quand même hallucinant. Et je n'ai jamais entendu parler de cet individu. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous en avez entendu parler. C'est quand même assez hallucinant. D'autant que, ben, ah non, j'allais dire oui, il est encore vivant, non, il est mort. Oh, néanmoins, quand même, c'est hallucinant. Je rappelle que la fois où Jean-Marie Le Pen avait défrayé la chronique, c'était en 2002, hein. Donc, cet individu était encore vivant. Aucun souvenir de cette personne. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de cette personne, parce que c'est hallucinant. Le 26 juillet 1958, il est grièvement blessé de 5 balles dans un café de la rue des Écoles à Paris, lors d'un attentat du Front de Libération Nationale. Donc, une fois sorti de l'hôpital, Jean-Marie Le Pen l'amène se reposer chez sa mère à la Trinité-sur-Mer. Donc, apparemment, c'est le meilleur pote de Jean-Marie Le Pen, c'est hallucinant. En novembre 1958, lors des élections de la première législature de la 5e, il fait partie de la liste Algérie française de Pierre Lagaillarde, avec comme colistier René Vinciguerra et Mourad Kaoua. Donc, apparemment, Mourad Kaoua, un autre arabe, député de l'Algérie. Là, je tombe
l'exemple des nuls. Les 4 sont élus députés d'Alger et rejoignent le groupe parlementaire limité d'arrêt. Ahmed Djebbour échappe par la suite à plusieurs attentats. En octobre 1961, il s'élève contre les mesures telles le couvre-feu qui vise les Nord-Africains par solidarité avec les travailleurs et non avec le FLN. Il considère que ce sont des mesures discriminatoires et vexatoires qui frappent aveuglément les pauvres travailleurs sans pour autant mettre un terme au crime du FLN. Voilà. Bon, bref, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est hallucinant. Moi, j'hallucine en tout cas. Je sais pas vous, mais moi, j'hallucine. Son frère aîné, donc Mamar Djebbour, soldat au 7e régiment des tirailleurs algériens, est mort pour la France lors de la libération de Marseille le 26 août 1944. En 1986, une de ses 2 filles, Soraya Djebbour, présentée par le Front National, est la première femme musulmane élue au Conseil régional d'Île-de-France. Non mais j'hallucine, c'est de l'hallucination totale. La première femme musulmane élue a été élue par le Front National. Là, j'ai envie de dire, on nous aurait menti. C'est l'hallucination. Je suis sidéré, là. Je suis en hallucination complète. Elle annonce cependant son départ du parti le 22 mai 1989, dénonçant un climat islamophobe. Et cela 3 heures avant l'émission L'heure de vérité, qui avait pour invité Jean-Marie Le Pen, qui déclara qu'il s'agissait d'un petit coup politicien. Son autre fille, Samia Lévy Djebbour, est médecin. Au passage, qui montre le fait qu'elle s'appelle Lévy Djebbour, qu'elle s'est mariée à un Lévy, donc qu'il n'y avait pas de problème à ce moment-là entre les juifs et les musulmans. Voilà. Alors, j'avoue que je sais pas quoi dire de cette information. Voilà, je voulais partager en brut en même temps que je l'ai découvert, d'autant que c'est chiant parce qu'on n'a pas d'image. Mais c'est l'hallucination totale. Alors, je vais essayer de voir si on peut trouver une image. C'est l'hallucination totale. Image. Ouais, non, c'est clairement pas lui, puisque ça, c'est moins que ce soit lui. Lui, il a l'air un peu vieux. Vous pourrez voir. Alors, faut revenir là. Mais ce serait un comble qu'on n'ait pas l'image en version française. Enfin, il n'y a pas de version anglaise, donc version arabe. On n'a pas de version arabe, donc ouais, non, c'est une mauvaise idée. Bref, c'est un mystère. Si vous avez des informations là-dessus, ça m'intéresse. Voilà, retour à la vidéo. Les Maghrébins des premières vagues d'immigration ne posaient absolument pas de problème. Donc, profondément, il y a la possibilité que les gens y soient assimilés, mais pour ça, il faut effectivement ralentir l'immigration pour qu'on puisse assimiler, mais il faut aussi que la France soit suffisamment respectable pour être respectée. C'est-à-dire, dégager les GAFAM, c'est absolument hors de question, inadmissible que l'Île-de-France ait fait un partenariat avec Microsoft alors qu'il y a énormément d'ingénieurs français. Par exemple, on pourrait penser à toute une suite de logiciels 100% français pour tout ce qui est les administrations, pour tout ce qui est l'éducation, l'université et ainsi de suite. Se créer un habitacle comme ça qui rendrait donc les gens fiers, qui donnerait du boulot d'ailleurs aussi. Renationaliser par exemple l'électricité parce que c'est une aberration que EDF ait été privatisé et que ça paraît totalement déconnecté du sujet, mais en fait c'est totalement dans le sujet. Parce qu'on parlait de la pauvreté, pourquoi les Français sont pauvres? Les Français sont pauvres parce qu'en fait tout ce qui faisait la force des services publics français a été dilapidé pour soi-disant le marché et compagnie. Et le résultat des courses, c'est que les prix sont plus chers et la qualité est inférieure. Voilà. Donc il y a tout ça qu'il faut penser. C'est pas juste se dire on dégage le gouvernement, même si évidemment il faudrait dégager le gouvernement, faire des coupes, etc. Mais derrière ce discours, Théo Mali, alors tu me diras dans les commentaires si je me trompe ou pas, mais je pense que tu te rattaches indirectement au discours à la Milei et le discours à la Milei de l'Argentine, hein, le représentant de Milei en France, c'est qui? C'est Knafo et Zemmour, hein. Faut être clair et net. Et donc les gens, c'est pas parce que j'ai dit à 2 reprises que Zemmour avait raison sur le fait qu'il faut l'assimilation et compagnie, que j'adhère à son parti, que j'adhère à ses idées et que j'appelle à voter pour lui. Absolument pas. Je dis simplement que sur le point bien précis de l'assimilation, oui, je pense que la France s'en sortirait mieux si elle pouvait revenir à un statut d'assimilation plutôt qu'à un statut communautaire. Parce que le statut communautaire est incompatible avec la façon dont la Constitution a été conçue, dans la façon dont la République a été conçue, et que ces changements, un changement aussi profond de la société, ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. Sur la question sur la question de la religion, etc. Je pense qu'il faudrait, par exemple pour l'islam, hein, pour dire les termes, il faudrait qu'il y ait des gens, des vrais intellectuels qui s'emparent du sujet et qu'on arrête avec l'imam Chalgoumi qui est absolument qui est un QI négatif et qui ne rend service à personne, d'accord? Donc il faut que les sujets soient traités de façon intelligente. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une discussion parmi les gens qui sont intelligents et non pas en mettant des guignols juste pour faire des quotas. Parce que faire des quotas pour faire des quotas, c'est débile également, d'accord? Donc il y a un gros problème fondamental, c'est l'éducation. Et donc pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire dégager les sujets qui servent à rien. Théorie du genre, les trucs des travaux et compagnie, ça dégage. Alors je sais qu'en disant ça, ça va me faire des ennemis, mais soyons très réalistes. Les LGBTQ+, machin truc, ils représentent une minorité de la population et c'est pas le sujet du moment. Donc faut arrêter de parler de ces sujets qui sont marginaux et se concentrer sur les sujets problématiques. La sécurité, ça doit être le sujet numéro 1. La France doit redevenir un pays où on se sent en sécurité, ou un pays sécurisé,
sécurisé, et donc pour ça, il faut traiter à bras le corps. Et il faut mettre en avant les gens qui, au sein de leur communauté, font le travail de dire les termes, et de pas faire de l'angélisme, de pas essayer de mettre les choses sous le tapis. Il faut arrêter de mettre les choses sous le tapis, et de se poser la question fondamentalement et frontalement, comment ça se fait que ces gens-là soient aussi nuisibles à la France, en France, mais aussi à l'étranger, comme on l'a vu en Thaïlande, au Maroc, et ainsi de suite, et comment faire pour que on puisse rétablir l'ordre en France, pour que tout le monde se sente en sécurité, les Français et les étrangers. Voilà, merci pour votre attention. Dites-moi votre avis dans les commentaires en étant, s'il vous plaît, intelligent, modéré, pas d'insultes, et en prenant le temps d'analyser les différentes nuances que j'ai mis dans ma vidéo, que Théo il a mis également. Allez voir sa vidéo, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.